Bonjour à tous et merci d'être venus avec nous pour ce premier webinaire sur les matières organiques et la fertilité du sol. Du coup, moi, je vais me présenter. Je suis Chloé Sagliben, l'animatrice du cluster Valorga. Donc, Valorga, valorisation locale des matières organiques. Donc, c'est une association qui regroupe à la fois des gestionnaires de déchets organiques, les transformateurs et les utilisateurs. Et une de nos missions, c'est de promouvoir la valorisation des matières organiques et notamment leurs usages. Et donc, pourquoi on s'est lancé dans cette série de webinaires? C'est vraiment pour promouvoir les synergies entre les enjeux des acteurs de l'économie circulaire, de tout ce qui va être en lien avec nos déchets organiques, et les enjeux que peuvent rencontrer les filières de production agricole pour avoir une agriculture plus résiliente. Et on sait qu'une des clés de ça, c'est le retour au sol des matières organiques. Car vous allez le voir, ces matières, elles ont un rôle à la fois dans la qualité et dans la fertilité des sols agricoles. Donc, ces webinaires, ils ont vraiment vocation d'aller renforcer les liens entre les acteurs, à la fois entre vous, producteurs, agriculteurs, mais aussi entre les agriculteurs, les conseillers techniciens agricoles et les fournisseurs de matières organiques. L'objectif, c'est également d'aller éclaircir des notions. Donc, sur chacun des webinaires, on aura des thématiques définies avec des personnes ressources qui viendront apporter des éléments de compréhension sur les différents sujets et de mettre en avant les filières locales de matières organiques. Qu'est-ce qu'on a comme matière? Est-ce qu'elles sont brutes? Est-ce qu'elles sont transformées? Comment on les utilise? Donc, avoir des conseils pratiques et des retours d'expérience sur leur utilisation. Donc, on s'est lancé dans une série de 7 webinaires. Vous avez déjà vu le visuel, donc je ne vais pas vous les détailler là. Mais à chaque fois, sur chacun des webinaires, on part sur le même fonctionnement, 1 heure, qui allie à chaque fois une présentation sur la thématique et un moment d'échange. Donc, c'est des webinaires qui sont portés par Valorga, mais qui sont réalisés avec l'appui de nos adhérents, et notamment l'association Repère et la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie. Et pour tout ce qui est en lien avec les engrais verts, on a également l'appui de l'ADECAL Technopole. Et pour ce premier webinaire, du coup, il est réalisé avec le soutien financier de l'ADEME, que l'on remercie. Et avant que j'oublie, on enregistre les webinaires pour pouvoir après les rediffuser en replay sur nos réseaux, donc pour les revoir, etc. Donc, comment ça va se dérouler? J'ai avec moi Nicolas Hugo, qui est conseiller en santé du végétal à la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie. Il va vous faire une présentation d'une trentaine de minutes sur le rôle des matières organiques dans le sol. Et ensuite, on passera vraiment un moment d'échange, questions-réponses. Et là, on aura également l'appui de Carmen Royer, qui est conseillère en agroécologie au sein de l'association Repère. Donc, si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation de Nicolas, il ne faut pas hésiter à les mettre dans la conversation. Et par contre, on traitera la totalité des questions et interventions dans un second temps. Nicolas. C'est parti. C'est parti. Bonjour à tous. Donc, du coup, aujourd'hui, je vous ai fait une petite présentation par rapport à la matière organique au niveau du sol. L'objectif de cette présentation, c'est de pouvoir apporter des éléments de compréhension autour de la matière organique en relation avec le contexte qui nous intéresse, qui est le sol. Avant de commencer, on va essayer de regarder un petit peu qu'est-ce que c'est que la matière organique. Donc, la matière organique, c'est l'élément constituant principal avec l'eau des êtres vivants. La matière organique, ce sont des chaînes qui sont plus ou moins longues et complexes, qui sont constituées en grande majorité de carbone. La matière organique, ce sont finalement des chaînes avec des liaisons qui sont plus ou moins fortes entre les atomes de carbone et qui vont être plus ou moins faciles à dissocier, avec une structure qui va être plus ou moins complexe. Enfin, je fais un petit rappel par rapport au fait qu'on parle beaucoup de séquestration de carbone dans le sol, de opération 4 pour 1000, etc. Donc, pour remettre ça en lumière, je rappellerai tout simplement que les végétaux sont les seuls organismes vivants à pouvoir capter ce carbone de l'air
par le biais de la photosynthèse et de pouvoir synthétiser eux-mêmes des chaînes carbonées à partir de ce carbone-là, qui est un carbone gazeux au départ. Et ensuite, dans tout le reste de la chaîne alimentaire, les autres êtres vivants, pardon, vont utiliser ce carbone synthétisé par le monde végétal pour pouvoir l'utiliser eux-mêmes et en faire des protéines, des lipides, des glucides, etc., etc. Donc, au départ, l'intégration du carbone dans la chaîne alimentaire vient des végétaux. Alors, la matière organique dans le sol. Quand on regarde une analyse de sol standard, dans les éléments qui vont caractériser la fertilité de notre parcelle, on a un élément majeur qui est le complexe argilo-humique et sa capacité d'échange cationique. Ce complexe argilo-humique, il va être influencé par deux choses. La partie argile qu'il y a dans le sol. Si jamais vous avez un sol sableux, il n'y a pas beaucoup d'argile et donc le complexe argilo-humique va être petit. La taille de la CEC va être très petite. Si vous avez un sol qui va être à tendance sableuse mais qui va être très humifère, par exemple les sols aux loyautés, eh ben, malgré la partie sable qui est importante, la partie humus très importante va faire que finalement la taille de cette CEC va être grande. Donc la partie matière organique à l'intérieur de ce complexe va influencer la taille de ce complexe et donc va influencer la fertilité. Alors, la matière organique dans le sol, qu'est-ce qui se passe? Ben, finalement, elle va servir au départ de nourriture à la vie du sol. Les micro-organismes, les insectes détritivores qui vont être au niveau de la litière, etc., etc. Cette dégradation, elle va entraîner une minéralisation qui va libérer de l'azote, du phosphore, de la potasse, mais en majorité plus d'azote que de phosphore et de potasse. Cette partie de la machine, on va dire, c'est la fertilité biologique. Si cette partie de la machine fonctionne bien, que la matière organique se dégrade bien dans le sol, on va dire que le sol présente une bonne fertilité biologique. Cette fertilité biologique, finalement, elle va être en relation directe avec la qualité de la vie du sol. Et donc, elle va être en relation directe avec les conditions météorologiques qui vont favoriser cette vie du sol, l'ensoleillement, la température, les pluies, mais elle va être aussi en relation un petit peu avec la capacité de notre sol à pouvoir accueillir cette vie du sol. Est-ce qu'il y a suffisamment d'anfractuosité qui vont permettre à ce qu'il y ait une bonne humidification, à ce qu'il y ait une bonne rétention de cette eau-là, à ce qu'il y ait une bonne oxygénation du sol qui va permettre que la vie va pouvoir se développer de façon satisfaisante. La minéralisation, comme je vous le disais tout à l'heure, elle va libérer cet azote et cet azote va servir de source énergétique au niveau de l'alimentation de la plante, mais aussi au niveau des micro-organismes qui vont être dans le sol et qui vont en partie utiliser cet azote pour pouvoir perdurer, se développer, etc., etc. Et ces micro-organismes du sol, finalement, vont être plus efficaces à capter cet azote que les plantes elles-mêmes. Donc, cette notion-là, elle va être à mettre en relation avec ce qu'on va appeler la fin d'azote et qu'on verra dans une vidéo ultérieure. Une fois qu'on a cette minéralisation qui a dégagé une partie des éléments nutritifs pour la plante, finalement, ces éléments nutritifs vont venir se
stockée au niveau du complexe argilo-humique. Donc, la qualité de ce complexe argilo-humique, elle va influencer la capacité de rétention des ions et d'échange des ions avec l'eau. Cette partie-là, elle est du coup en relation avec la fertilité chimique et elle va influencer cette partie fertilité chimique. Enfin, la matière organique, elle va pouvoir permettre d'être un structurant du sol, elle va pouvoir permettre d'augmenter la rétention en eau du sol et finalement, elle va jouer un rôle important dans la partie fertilité physique du sol. Donc du coup, cette image globale met en lumière que la matière organique du sol, finalement, c'est un élément central au niveau de la fertilité globale de votre sol, de la fertilité globale de votre parcelle. Ici, on vous a mis une petite diapositive sur le cycle de la matière organique. Donc, ici, ce n'est pas l'objet de venir détriturer tout ça et de venir expliquer comment tout ça, ça fonctionne, mais juste pour vous montrer que c'est une grosse machine avec des liens de cause à effet et des liens qui sont multidirectionnels et qui vont faire en sorte que si un lien ne fonctionne pas, la machine fonctionne moins bien et que finalement, c'est un... Pour se dire, l'objectif est de faire en sorte que la machine ne s'enraye pas et de faire en sorte qu'on puisse continuer à l'entretenir. Ce sera beaucoup plus facile de l'entretenir que d'essayer de la faire. Alors, de quoi parle-t-on lorsque l'on parle de matière organique en agriculture? Si on se bat au niveau du sol, quand on parle de matière organique, tout de suite, on va penser à humus dans le sol. Mais ce terme matière organique, on va aussi l'utiliser pour appeler des matières fraîches qui vont être plutôt des matières organiques brutes, non décomposées, des feuilles, des branches, des racines, de la paille, des engrais verts, etc. On va avoir les matières organiques dites transitoires, qui sont issues de la digestion animale ou qui sont issues de la digestion des micro-organismes détritivores. C'est par exemple le fumier, les fients, le lisier, pour tout ce qui vient de la partie digestion animale. Et ça va être les engrais organiques, les terreaux, les composts. Le co-compostage, il est un petit peu à la marge entre les deux parce que ce co-compostage, au final, c'est un compost dans lequel on est venu rajouter un produit organique d'origine animale de type fumier, fient, lisier, etc. Donc, du coup, au final, on utilise le même terme pour tous ces produits-là et la différence fondamentale qu'il y a entre ces différents produits, ça va être le niveau de dégradation qui va y avoir été exercé sur ces produits. C'est-à-dire que les produits bruts, il n'y a pas eu du tout de dégradation. Et l'humus, c'est le niveau, entre guillemets, quasiment ultime de dégradation. Si on se penche un petit peu sur un résultat d'analyse standard concernant la matière organique, on va avoir 3 types de résultats qui vont être liés à cette matière organique. On va avoir le taux de matière organique. Ici, il est exprimé en pour 1000, donc ça nous donne 4,2%. On va avoir le taux de carbone organique total et le rapport C/N. En fait, c'est uniquement le carbone organique total qui va être quantifié. Il est mesuré par combustion sèche et ensuite on y applique
un coefficient correcteur pour pouvoir extrapoler le taux de matière organique, carbone organique fois 1,72. Du coup, par simplification, on va considérer que notre taux de matière organique de 4,4% correspond au taux d'humus dans le sol. C'est un grand raccourci et ça ne nous donne pas d'informations réellement sur la qualité ou la composition de la matière organique. Ça permet de quantifier des stocks de matière organique présents dans le sol. Enfin, le rapport C sur N en l'état n'est pas forcément toujours évident à interpréter. On va pouvoir donner une fourchette de confiance en se disant quand on est entre 9 et 11 ou quand on est entre 8 et 12, on est sur un rapport C sur N au niveau du sol qui est équilibré. Si ce rapport C sur N est plus élevé, c'est-à-dire 15, 18, 20, c'est-à-dire que la matière organique, soit elle est jeune, c'est-à-dire que les pratiques culturelles de l'agriculteur, il a fait un apport de matière organique brute important il y a peu de temps, et du coup, ça se révèle au niveau du résultat d'analyse avec un rapport C sur N élevé. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que notre matière organique, elle est bloquée, et donc que la vie microbienne, la microflore, la microfaune, ne sont pas suffisamment actifs pour dégrader la matière organique présente dans le sol. Si elle est faible, c'est qu'elle est évoluée ou âgée, ou plutôt que le taux de matière organique évoluée est trop important par rapport au taux de matière organique jeune, ce qui fait qu'on a beaucoup de libération d'azote par rapport à la quantité de matière organique qu'on a en stock. Et dans ce cas-là, on est en train de taper sur notre stock au final. Alors, si on veut regarder plus en détail la MO dans le sol, au final, on va avoir 3 niveaux distincts. On va avoir la matière organique qui va être dite stable, ou la matière organique liée, qui va correspondre à l'humus. Et cette matière organique, elle représente entre 70 et 90% de la quantité de matière organique du sol. C'est grâce à ça que, entre guillemets, on se fait ce petit raccourci de dire ah ben, le taux de matière organique égale le taux d'humus, puisque c'est la part la plus importante qui annonce. Le temps de résidence, il est assez long, 50 ans, et puis en fonction des cas, il y a des matières organiques qui sont très, très, très stables, et du coup, le temps de résidence va pouvoir durer jusqu'à quasiment 1000 ans. Mais en général, c'est 50 ans à 200 ans. On va avoir la matière organique fraîche ou transitoire qui est facilement décomposable. C'est les débris végétaux, les feuilles, les petites tiges, etc., qui vont être dégradées rapidement et qui vont se minéraliser plus rapidement, qui vont concerner à peu près 10 à 25% de la matière organique du sol. Le temps de résidence est beaucoup plus court. Et enfin, on a notre vie du sol qui finalement est aussi de la matière organique parce que elle vit, elle meurt, elle se renouvelle et finalement, elle fournit une partie aussi de la matière organique du sol.
et elle va avoir un temps de résidence qui va être beaucoup plus faible. Et donc, ça veut dire que tout ça va se régénérer s'il y a les bonnes conditions au niveau du sol. Et si on n'a pas les bonnes conditions, ça peut vite dégringoler de la même manière. Alors, l'humus, on va parler un petit peu de l'humus dans les détails. On va pas prendre le temps pour regarder ça, mais juste pour vous dire, l'humus, finalement, c'est pas un état final. Au départ, on a 1 kilo de matière organique et puis au bout de grammes d'humus. Finalement, c'est un processus qui se fait de manière dynamique. Il y a un peu d'humus qui se dégage de là. La décomposition continue et on a un petit peu de matière organique labile qui vient se dégager. Ça continue encore, etc., etc. Et finalement, il y a un dégagement qui va se faire, on va dire, petit à petit, mais ce n'est pas comme un process de production où au début on a ça et puis à la fin on a ça. Et cet humus, c'est quelque chose de très petit, de l'ordre de 50 microns à moins, et qui est suffisamment petit pour que ce soit en suspension dans l'eau, sous forme liquide, sous forme de gel. Donc, quand on regarde notre sol et puis qu'on voit que, ah bah tiens, il y a un petit peu des brindilles, etc., on a du stock en matière organique, mais ce n'est pas de l'humus. En fait, l'humus n'est pas visible à l'œil. Et donc, pour différencier, pour caractériser cet humus, eh ben, du coup, on va venir regarder cette notion de matière organique libre et matière organique liée. La matière organique liée étant réellement l'humus stable et la matière organique libre va être la matière organique dite labile qui va être rapidement décomposée et qui va dégager une part importante d'azote et qui va venir fournir la partie énergétique de la machine. En synthèse, donc, du coup, la matière organique, selon sa nature, elle produit des matières organiques stables dans des proportions qui vont être variables. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Finalement, la matière organique liée, humus, va être produite par de la matière organique fraîche dans des conditions, dans des quantités finalement plus ou moins importantes en fonction de la nature de notre matière organique. Et cette nature de matière organique, pour pouvoir savoir un petit peu quelle est sa capacité à produire de l'humus stable, on a un indicateur qui va s'appeler l'ISMO, indice de stabilité de la matière organique. Donc, ce qu'il faut comprendre dans cet indice-là, c'est quelle quantité de matière organique stable mon produit organique est capable de me générer à partir d'une quantité de produits bruts donnés. Cet ISMO, il est exprimé en pourcentage de la matière organique brute en général. Et ici, on voit qu'on a finalement une grande hétérogénéité dans les données de l'ISMO, que ce soit en fonction des différents types de produits organiques utilisés au départ, mais même au sein d'un même type de produit organique, on a des variantes qui sont très importantes. Donc, du coup, le mieux, c'est de pouvoir utiliser des produits sur lesquels
on connaît l'ISMO, c'est-à-dire que le fournisseur de la matière organique a fait le nécessaire au niveau d'analyse biologique pour caractériser le produit et vous dire que moi, mon produit, il est capable de me produire à terme telle quantité d'humus. Le triangle que j'ai mis là, quantité de matière brute avec une flèche qui descend, c'est juste pour exprimer le fait que, au départ, en produit brut, on apporte des quantités qui sont souvent très importantes, mais qu'à la fin, en quantité d'humus produit, ça fond comme neige au soleil. Et que quand on apporte 10 tonnes, 20 tonnes, 30 tonnes de matière brute, au final, on augmente son taux de matière organique dans le sol de pas grand-chose. Et que finalement, c'est un entretien vraiment au long cours qui va vous permettre de pouvoir réalimenter votre sol en matière organique si besoin. Pour pouvoir caractériser les matières organiques du sol, le mieux, c'est la partie analyse biologique type Célestat Lab. Donc ça, c'est si on peut se permettre et si on a envie de rentrer un peu plus dans le détail. Mais on va dire que pour résumer, de toute façon, il faut de la matière organique et donc il faut en mettre. Et que toute matière organique produit dans des quantités variables de l'humus et que quand on met de la matière organique, peu importe la nature, finalement, on amène quand même un petit peu d'humus, ça c'est une certitude. À la fin de tout ça, ce qu'on va vouloir se poser comme question, oui, c'est bien joli tout ça, mais au final, qu'est-ce que je dois apporter, combien je dois apporter? Donc, pour savoir à peu près combien de quantité de matière organique on a besoin, une des démarches, c'est de pouvoir faire un bilan humique et de pouvoir comparer un petit peu son stock de matière organique par rapport aux quantités qu'on apporte et par rapport à la capacité de minéralisation. C'est-à-dire que quand on est dans des méthodes culturelles où vous assurez un apport de matière organique régulier, vous avez des chances d'être dans une situation d'aggradation où vous allez pouvoir apporter suffisamment de matière organique pour que votre partie humification soit plus grande que la part de minéralisation. Et donc, du coup, vous entretenez ou vous augmentez votre stock de carbone dans le sol. Si par contre, vous êtes dans des pratiques culturelles où vous ne faites pas réellement d'apport en matière organique, que ce soit par des produits ou que ce soit par une mise en jachère de la parcelle avec une production de biomasse que vous restituez ensuite, dans ce cas-là, vous allez être dans une phase de dégradation, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir assurer le renouvellement ou l'alimentation en matière organique de la machine pour qu'elle puisse humifier à hauteur de ce que ça se minéralise. Dans une notion de dégradation, c'est-à-dire qu'on a une baisse des stocks en humus du sol et potentiellement, on est dans des situations où on va avoir des rapports C sur N qui vont être faibles parce que on va avoir, comment expliquer ça, plus de matière évoluée que de matière fraîche dans notre balance ou notre équilibre entre matière fraîche, matière évoluée. Voilà. Et si jamais vous êtes intéressé par cette partie bilan humique, eh bien, on vous donne rendez-vous pour le 15 octobre prochain pour réaliser des calculs sur les apports de matière organique et le bilan humique. Je vous remercie. On vous
remercie à nouveau pour votre participation du coup à ce webinaire et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain webinaire qui est vraiment sur les différents types de produits organiques, comment est-ce qu'on les différencie et qu'est-ce qu'on choisit. Donc n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire pour pouvoir suivre le prochain webinaire. Et ben merci à tous et à bientôt. Merci tout le monde.